Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question aujourd'hui encore de culture sous toutes ses coutures, puisque nous allons retrouver la Hussoise Nathalie Goeller qui publie son premier recueil de poèmes Et si 2020 m'était compté, paru aux éditions Beau Repère. Nous ferons également connaissance avec un génie italien du XVIe siècle, Artimboldo, dont les œuvres s'exposent en ce moment au Centre Pompidou-Metz. Artimboldo qui aime les fruits et légumes, tout comme Martine, qui nous emmènera faire un tour dans son potager. Et puis bien sûr, nous ouvrirons notre boîte à idées et nous nous émerveillerons devant le clip de la semaine. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver le corniste Alexandre Jousse, que nous avions déjà rencontré il y a quelques temps. C'était à l'occasion de la sortie d'un album à la croisée des genres, Alphorn in the Street. Alexandre Jousse qui aujourd'hui marie sa passion pour le corps des Alpes et pour la montagne. Ça se traduit également à travers un très beau film dont il m'a parlé. Vous êtes curieux, vous vous demandez de quoi il s'agit exactement? Eh bien, ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Bienvenue. Crazy all night. Waouh! Alexandre, bonjour! Bonjour Alicia. Quel plaisir de te retrouver ici sur les hauteurs de Lessie. Exactement, plaisir partagé. Petit concert improvisé en pleine nature, c'est vraiment ta spécialité. Oui. Alors il se trouve que tu es corniste, les téléspectateurs de Moselle TV sont en train de s'en apercevoir. Il se trouve que tu joues dans un orchestre à Lyon, tu t'es produit en solo, enfin tu as 1000 cordes à ton arc. Avant de parler un peu de tout ça, de tes différents projets, cet instrument, pour le moins atypique, comment est-ce que tu en es tombé amoureux? Je ne suis pas tombé tout de suite amoureux du corps des Alpes. Ouais. Ça a mis un peu de temps, mais le son en montagne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ouais, il faut le vivre. Oui, mais comment on se retrouve à jouer du corps des Alpes en montagne? J'étais déjà musicien professionnel, ouais, corniste professionnel. Et j'ai passé toutes mes vacances à Thônes, dans la vallée des Aravis, en Haute-Savoie. Et puis jouer du corps des Alpes dans cette vallée des Aravis, c'est des résonances, des échos, on se répond à soi-même, c'est assez magique. On est en phase avec la nature, vraiment? On fait corps avec la nature, c'est ça? Complètement. Ouais. Cet instrument, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment est-ce qu'on en joue? Est-ce que c'est compliqué? Alors, le corps des Alpes, c'est un instrument qui mesure, ici dans la tonalité de Fa. Ça prend de la place. Ça prend de la place, il mesure 3,70 m. Oh. Et en fait, c'est le principe d'embouchure, comme une trompette, un tuba, un trombone ou un corps d'harmonie. Donc ça fait partie de la famille des cuivres. Et en fait, on fait un buzz avec l'embouchure. Donc ici, l'embouchure est en bois. C'est pour appeler les canards. Et là, pour l'instant, c'est pour appeler les canards. Et ensuite, c'est... Combien de notes? On nous répond. C'est vrai qu'on nous répond. Combien de notes peut-on jouer avec cet instrument? 16 notes sur le corps des Alpes. On ne peut pas faire une gamme. Par contre, c'est une harmonique naturelle. Donc c'est comme quand on prend une corde de piano, par exemple, qu'on la frappe, eh bien on doit entendre 16 notes. Oui. Autant dire, on le voit, hein, que c'est un instrument qui demande du souffle. Oui. Et il se trouve que tu es un grand sportif. Grand, je ne sais pas, mais sportif, oui. Et que tu as eu envie et que tu réussis aujourd'hui à combiner ton amour pour le sport et puis la musique en te produisant en haut des sommets avec ce corps des Alpes. Plus de 200 sommets déjà, tu as pu gravir. Comment est-ce que tu as eu cette idée un peu folle? En 2012, j'étais en tournée 25 dates, ouais, principalement en solo. Et je me suis dit, l'été était super, je me suis éclaté, j'ai joué, j'ai rencontré plein de gens, j'ai eu plein de projets sympas, c'est super chouette. Mais je me suis dit, tiens, il faudrait que je puisse combiner un projet qui soit la musique, qui est ma passion, avec, même si c'est mon métier,
et le sport qui n'est pas mon métier mais qui est ma passion. Donc relier vraiment ces deux passions et la passion de la montagne en plus. J'ai pu aller faire l'ascension du Mont Blanc avec un guide bien sûr et je me suis produit en solo sur le toit de l'Europe le 31 août 2013 et donc j'ai joué du Cor des Alpes là-haut. Alors le Mont Blanc, bien sûr, c'est de l'alpinisme. Oui. Donc j'ai continué en alpinisme et puis en randonnée, en ski de randonnée, en raquette à neige, en trail aussi. Vraiment tout ce qui était possible de faire. J'ai fait des sommets en VTT aussi. Et on ne trouve pas les plus de 200 sommets parce que des fois tu vas à un endroit, il y a trop de vent. Oui. Des fois tu vas à un endroit, comme par exemple je suis allé à la Pointe Percée. J'avais le corps sur le dos, c'était magnifique, j'arrive au sommet et là tu vois de l'autre côté l'orage qui arrive, donc là tu sors même pas le corps, tu descends, ou alors s'il y a trop de public, parce que je veux vraiment qu'il y ait une communion avec la montagne, avec les paysages qu'il y a aux alentours, donc c'est vraiment très différent. On est bien là. Ce modèle est télescopique, donc je peux le replier voilà, jusqu'à 75 cm. D'accord, et il est très léger. Et il est très léger puisqu'il fait 1,5 kg une fois rentré dans la housse. Et voilà, donc il reste plus que ça. Et puis après, ensuite, on le déplie gentiment pour retrouver ces 3,70 m. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois comme ça? J'imagine que ce sont des instants uniques. Ouais, c'est vrai que c'est unique parce qu'il y a la découverte des sommets. Alors, il y a des sommets qui sont mythiques et il y a des petites communions. Il y a la Tournette par exemple en Haute-Savoie, c'est un peu ma montagne parce que mon chalet en Haute-Savoie était pile poil en face, donc ça chaque année j'y allais, enfin chaque année j'y vais au moins une fois. Et puis par exemple aussi sur Manigo, là où j'ai tourné le film, le Charvin, que j'appelle le diamant des Alpes, parce que quand tu le vois sous certaines formes c'est vraiment un diamant. Et ça, ouais, j'y vais pareil au moins une fois par an parce que c'est des montages, je sais pas, c'est un peu un rituel comme ça. Tu as évoqué un film justement que tu as tourné, un film de 13 minutes. Tu as eu envie en fait de compiler un peu toutes tes aventures, toute cette histoire que tu vis comme ça au fil des jours. Depuis 2013, je suis sur des formats de vidéos qui sont aux alentours d'1 minute, 1 minute 30. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on me l'avait aussi un peu glissé à l'oreille. On me dit, ouais, c'est vrai que ton histoire, elle est un peu atypique. Et puis, pourquoi ne pas la voir en film ? Et donc ça s'est fait comme ça. Je suis parti sur la chaîne des Aravis, donc, que j'ai à cœur, sur toute la partie sud, qui est toute la partie de Manigo. Et donc je pars du col de Mer d'Acier, je fais un lever de soleil. Le pari, il est de se dire, tiens, si je vais sur la montagne suivante, ensuite la troisième, la quatrième, etc., est-ce qu'on va encore m'entendre ? Bon, sachant qu'il y a plusieurs kilomètres, il y a beaucoup de dénivelé, etc. Mais le pari était là, de se dire, tiens, je vais sur une autre montagne, etc. Et je fais toute la traversée du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. Qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant alors ? Que le film soit diffusé le plus largement possible, que j'ai l'opportunité d'aller exploiter de nouvelles montagnes avec le corps et de faire plein de nouveaux sons. Quoi d'autre ?
une bonne santé pour effectuer tout ça et c'est pas mal. Et pour tous, eh bien merci beaucoup. Merci Alicia. Je vous laisse terminer en musique. Avec peut-être le son de Lessie. Bah oui, allons-y avec le son de Lessie, sous ce beau soleil. Yeah, merci. Et notez que le film Chaque montagne a sa musique à Manigot est à découvrir dans tous les festivals outdoor, festivals de trail, de montagne, festivals de musique également. Et c'est un film qui fait également partie du spectacle solo d'Alexandre Jousse. Ça vous permettra d'être en immersion totale, en pleine montagne et en musique, et de discuter à l'issue du spectacle avec Alexandre, qui est un fin coureur, un fin musicien, également un fin pédagogue. Dans notre boîte à musique, aujourd'hui, on retrouve une invitation non pas cette fois à aller en montagne, mais plutôt sur l'eau, sur un bateau, puisque les apéros Solaro ont repris. Ils sont de retour tous les jeudis de juillet à septembre. Le principe est simple, vous embarquez à bord du bateau solaire, le Solis, avec au gouvernail le capitaine Roby et son acolyte Franco. Et non seulement vous profitez d'une superbe balade au fil de l'eau, mais en plus de cela, d'un super concert qui vous sera proposé par un artiste de la région. Toutes les informations au sujet des apéros Solaro sont à découvrir sur la page Facebook Francofolie avec un Y. Notez bien le site pour pouvoir réserver et passer un délicieux moment. Dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à aller faire un tour au théâtre en famille, plus précisément au Nest Théâtre à Thionville, pour y découvrir la fable écologique Les Enfants d'Amazie, un spectacle qui sera suivi d'un brunch, mais également d'une sieste musicale, et enfin d'un atelier pour les enfants qui vont pouvoir, avec les artistes, explorer les danses et les chants traditionnels des cultures rwandaises, burundaises ou encore kenyanes. Allez faire un tour sur le site du NES pour en savoir plus et pour réserver vos places. Et si maintenant nous allions faire un tour au musée, au centre Pompidou-Metz, tiens pourquoi pas, car non seulement vous pouvez y découvrir la sublime exposition Chagall, le passeur de lumière, mais depuis quelques jours également vous pouvez découvrir une exposition consacrée à un génie du XVIe siècle, un génie italien, Arcimboldo. Jean Huminski nous livre un reportage pour le moins haut en saveur. Londres, Florence, Madrid ou encore Paris, les œuvres viennent de tout le continent. L'exposition, montée pendant la fermeture du musée, était un souhait de longue date de la directrice Chiara Parisi. C'est en quelque sorte un rêve que j'ai depuis les collèges, depuis que je suis petite. Et en tant qu'italienne, dès tout de suite, on voit des artistes, des peintres, donc c'était pour moi une découverte jeune. Une découverte de jeunesse en Italie, mais Giuseppe Arcimboldo est très ancré aussi dans la culture populaire en France. Ces tableaux, composés avec des fruits et légumes, sont étudiés dans les écoles, un artiste très connu à première vue. Mais en fait, on ne connaît pas toute la palette de son art. La peinture constitue une toute petite partie de son œuvre. Il a aussi créé des vitraux, il a aussi dessiné des costumes, des décors pour les fêtes de la cour des Habsbourg. À l'époque du Saint-Empire germanique, au XVIe siècle, Giuseppe Arcimboldo s'impose comme un artiste novateur. S'il est oublié après sa mort, ses œuvres contemporaines très avant-gardistes à l'époque sont une source d'inspiration. Toute la modernité, donc tout le XXe siècle, qui est vraiment notre cœur de métier au Centre Pompidou, et même les artistes contemporains, donc au XXIe siècle, sont les héritiers de ce siècle qui a complètement révolutionné l'histoire de l'art, qui a abandonné la perspective, qui a abandonné aussi toutes les règles de l'anatomie, qui s'est libéré complètement des règles dans l'emploi de la couleur. Les artistes influencés participent à l'exposition, ils sont 130 au total, pour 250 œuvres. Une dizaine appartient au peintre italien. Giuseppe Arcimboldo n'a pas produit beaucoup d'œuvres, c'est aussi ce qui fait sa légende. Il en aurait réalisé seulement 35, mais toutes utilisent des objets du quotidien. Il intègre dans son travail, si remarquable et si adoré, des éléments qui sont à portée de tout le monde. Donc des fruits et légumes, comme vous dites, des poissons, des livres. Et ça, c'était vraiment sa grande capacité. Une capacité à intéresser tout le monde. Vous avez jusqu'au 22 novembre prochain pour visiter l'exposition.
Voilà, il vous reste donc encore un peu de temps pour profiter de cette exposition face à Arcimboldo. Au passage, vous pourrez également vous délecter de l'exposition Chagall, le passeur de lumière, ou encore d'Aerodream, consacrée aux structures gonflables et à l'architecture. Arcimboldo, on l'a vu, qui est un grand amoureux des fruits et légumes, tout comme Martine, notre reine des jardins, qui passe beaucoup de temps en ce moment dans son potager et qui va nous donner quelques conseils pour l'entretenir en ce mois de juin. Bienvenue au potager. Donc on a planté, semé tout au long du mois de mars, avril, mai. Et le mois de juin est un mois charnière, un peu crucial pour avoir de bonnes récoltes. Alors ce qu'il faut faire évidemment à cette période de l'année, c'est bien sûr d'arroser très régulièrement, de désherber encore, et puis aussi de faire certaines actions qui favorisent les récoltes. Par exemple pour les pommes de terre, on bute les pieds de pommes de terre pour avoir beaucoup de tubercules. La même chose pour les haricots qui doivent bien s'ancrer en terre et bien s'enraciner pour faire des haricots. Et puis on chouchoute ces fraisiers en mettant de la paille, et on peut encore planter les légumes qui vont venir tard en saison, par exemple les courges, les melons, les pastèques peuvent encore être plantés à cette période. On y va! À cette période de l'année, ce qui est important, c'est de buter les pommes de terre, c'est-à-dire de ramener de la terre autour des pieds pour que les tubercules se forment bien. Si on ne bute pas les pommes de terre, on a très peu de pommes de terre finalement. Et alors on en profite pour regarder au pied des pommes de terre s'il n'y a pas des attaques de mildiou. Voilà, ça y est, on en a une. Ah, sur les feuilles de la base qui touchent la terre, vous voyez ces taches jaunes, et après les feuilles qui commencent à friper, eh bien c'est déjà une attaque de mildiou. Alors là, il faut être très très vigilant. Il faut vraiment enlever toutes ces feuilles atteintes dès qu'on les aperçoit. Et ça peut stopper l'infection de mildiou si on le fait bien. Et si ça ne s'arrête pas, il n'y a pas d'autre solution que de pulvériser sur les pommes de terre de la bouillie bordelaise, en tout cas un mélange à base de cuivre, une bouillie cuprique comme on dit. Puis aussi on peut buter les haricots verts pour que les haricots s'ancrent bien en terre et produisent mieux. Ensuite on va mettre de la paille aux fraisiers parce que les fruits sont en train de rougir très vite. Donc pour éviter que les fraises soient en contact avec la terre, ce qui les fait moisir, on pose de la paille. Alors moi je continue cette méthode traditionnelle parce que j'ai essayé X fois de cultiver des fraisiers sur bâche et à chaque fois j'ai été dessus parce qu'il fait trop chaud là-dessous, ça fait des nids de fourmis, les pieds sont étranglés même si on fait un trou assez important au départ, la terre se tasse. Donc la bonne vieille méthode traditionnelle, fraisier de pleine terre, sans bâche et paillage. Alors en juin, on peut encore planter quelques plantes potagères au jardin, en particulier les courges qui vont donner tard, en fin d'automne. Donc là, j'ai pris des petites courges butternut. Alors là, vous voyez ce mélange, c'est un mélange de litière de poule. Pourquoi ? Parce que les courges, et les courgettes, les melons, enfin toutes les cucurbitacées sont très gourmandes. Donc il leur faut vraiment de la matière organique. Donc là, la litière des poules, c'est très très bien. C'est très riche. Et elles vont se régaler et se développer et ensuite courir et produire de beaux fruits. On tasse bien, on fait comme une sorte de cuvette pour pouvoir les arroser parce qu'elles sont non seulement gourmandes en matière organique, mais aussi elles ont besoin de beaucoup d'eau pour bien se développer et bien pousser. L'arrosage évidemment est crucial à cette période de l'année et tout au long de l'été. Donc sur les jeunes plants, les jeunes semis, régulièrement, de préférence le soir pour que les plantes gardent bien l'humidité le plus longtemps possible. Et puis si jamais vous partez en vacances en abandonnant votre potager, eh bien disposez autour de chaque pied de tomate, autour des courges, une épaisse couche de paillis. Alors ça peut être de la paille, ça peut être de la tonte de gazon. Arrosez bien, ça gardera l'humidité un certain temps, mais surtout
voyez avec vos voisins s'ils peuvent de temps en temps venir réhydrater vos plantes parce que ça ne va pas durer très très longtemps s'il fait très chaud. Merci beaucoup Martine pour tes bons conseils et on te souhaite un très bel été. Un été que nous allons pouvoir passer démasqués, déconfinés. Pour autant, on n'oublie pas que le confinement a eu des incidences sur nos vies, comme il y a eu des incidences sur la vie de Nathalie Goeller, la Hussoise, qui a eu envie de les traduire en poèmes. Regardez. Pour la Hussoise Nathalie Goeller, comme pour beaucoup d'entre nous, le confinement n'a pas toujours été simple à vivre. Privée de liberté, traversée par mille et une émotions, elle décide de coucher ses impressions sur le papier. Comme un exutoire, elle livre alors une première complainte du confiné, puis celle d'une déprimée, avant que d'autres complaintes ne voient le jour. Petit à petit, je me suis interrogée sur mais qu'est-ce que peut ressentir un restaurateur et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, ça a donné lieu à une vingtaine de portraits. Les artistes, les infirmières, aussi certaines personnes dans des situations particulières. Par exemple, j'ai beaucoup pensé aux violences conjugales parce qu'en effet, ça c'est un sujet vraiment qui est vraiment dramatique. Donc je me disais, dans ces conditions-là, ça doit être terrible. Et vraiment, ça a été vraiment un travail d'empathie. Ces poèmes, Nathalie les fait lire à ses proches qui l'encouragent à les publier. Elle se met alors en quête d'éditer son recueil à compte d'auteur et finit par donner vie à « Et si 2020 m'était compté », paru aux éditions Beau Repère, un petit recueil de complaintes dans lequel l'optimisme est de rigueur. J'ai quand même voulu relativiser, et c'est aussi le but de ces complaintes, parce que je me suis dit, mais oui, certes, c'est compliqué, mais il y a eu des périodes dans notre histoire qui ont été encore pires. C'est aussi un petit peu l'objectif de la complainte collective que j'ai écrit tout à la fin, où je nous interroge, nous les êtres humains. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un karma collectif de ce type-là? Autant de réflexions qu'elle couche sur le papier. Une première pour cette cinquantenaire qui entend bien poursuivre sur cette voie. Aujourd'hui, l'écriture de nouvelles est en cours et l'envie d'un premier roman n'est pas loin. Et si 2020 m'était compté, un recueil de poèmes signé Nathalie Goeller que vous pouvez vous procurer aux éditions Beau Repère. Et puisque nous parlons de livres, c'est l'occasion de vous dire que le deuxième numéro de Court-Circuit est sorti. Court-Circuit, revue indépendante exceptionnelle qui fait le jour sur Metz et ses alentours en récit. Une revue passionnante, tant sur le fond que sur la forme. Et forcément, j'ai eu envie de savoir ce qu'il se nichait au cœur de ce deuxième numéro, et j'ai posé la question à son fondateur, Sylvain Villaume. Et là, dans le deuxième, on se nourrit toujours, mais on se nourrit des autres. C'est un numéro consacré à l'engagement, à la solidarité, sous toutes ses formes. Plein de sujets sont abordés autour de ce thème-là, dans les formats que maintenant vous connaissez, des reportages en bande dessinée, des récits, des enquêtes, des entretiens, des formats plus courts, des extraits de romans, plein de choses comme ça. Et c'est toujours illustré avec autant d'élégance par les jeunes illustrateurs messins, essentiellement sortis de l'école des Beaux-Arts, qui continuent à être des contributeurs moteurs de la revue. J'ai des coups de cœur pour les 12 récits que vous trouvez là. J'aime beaucoup la bande dessinée d'une jeune étudiante justement de l'ESAL, Sarah Quérault, qui avec l'aide d'Anaïs Loumi, journaliste, a fait le portrait de Michel Furman. C'est ce monsieur qui récupère les invendus dans les boulangeries les soirs et distribue le pain à vélo aux gens précaires et qui sont à la rue. Et il les distribue dans une carriole, à l'aide d'une carriole tirée par son vélo, pardon. Et donc on a décidé de faire son portrait en bande dessinée, de raconter sa vie et son œuvre de cette façon-là. Et c'est vraiment, je trouve, très très réussi. Le deuxième numéro de la revue Court-Circuit qui vous attend chez tous les bons libraires indépendants, mais également via le site qui est apparu sur l'écran où vous pouvez le commander et vous pouvez également vous abonner. C'est une belle marque de soutien pour cette revue absolument passionnante. Avant de se quitter, je vous propose de découvrir ces quelques images du festival Constellation de Metz qui va démarrer le 1er juillet prochain. Le festival Constellation, festival international des arts numériques qui vous invite à porter un autre regard sur la ville et sur la création contemporaine à partir de 3 parcours. Un parcours nocturne, pierre numérique et son incontournable mapping, mais également le parcours art et jardin ou encore le parcours street art comme vous pouvez le découvrir sur ces images. Et notez que vous en saurez plus sur le festival Constellation le mercredi 7 juillet puisque la toute dernière boîte à malice de la saison sera entièrement consacrée au festival. Notez bien le rendez-vous.
L'heure est donc déjà venue de refermer cette boîte à malice en musique avec aujourd'hui l'auteur-compositrice-interprète Mira Sethi, de retour avec un nouveau titre, Couleur Prairie, une chanson tout en poésie, en délicatesse, dans laquelle elle met en scène les femmes de sa vie, à savoir sa mère et ses sœurs. C'est une chanson que vous pouvez également découvrir sur son album Cailloux et Météores que je vous invite à vous procurer. Je vous laisse avec ce grand moment de douceur. Allez, bye bye. Les yeux couleur prairie, quand on regarde dedans, on voit des collines qui brillent sous un soleil ondulant et 4 petites filles qui courent sur le versant. Les yeux couleur prairie sont doux comme les herbes, patients comme les volcans qui gardent leur superbe tout en brûlant.